Vous écoutez Z sur 7, le podcast quotidien de Trendscanal Z. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai. Votre podcast aujourd'hui est écrit par Salomé Baya et animé par Béatrice Marlier. Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode, nouvelle réforme en vue. Cette fois, ce sont les travailleurs qui sont visés. David Clarinval veut plafonner les préavis à 1 an. L'idée au départ du préavis, c'est le temps nécessaire pour pouvoir se retourner et faire face donc à une rupture du contrat qui n'est pas désirée par le travailleur. Bruxelles contre-attaque. Face à la fuite des startups, la Commission européenne sort un nouveau plan pour garder ses pépites. Nous avons également un environnement économique qui est favorable à la création, à l'innovation et nous devons le garder. Restez bien avec nous. Z sur 7, c'est tout de suite. Z sur 7, à la une. Le vent de la réforme continue de souffler. Après les allocataires sociaux, place aux travailleurs. Le ministre de l'Emploi, David Clarinval, veut limiter la durée des préavis à 52 semaines maximum. Une mesure censée alléger le coût des licenciements pour les employeurs et offrir plus de flexibilité dans la gestion du personnel. Pas d'effet rétroactif. Seuls les nouveaux contrats seraient visés et uniquement les salariés les plus anciens, ceux qui comptent plus de 17 années de service. Jérôme Aubertin, avocat spécialisé en droit du travail. L'idée au départ du préavis, c'est le temps nécessaire pour pouvoir se retourner et faire face donc à une rupture du contrat qui n'est pas désirée par le travailleur. Donc je crois que c'est pas nécessairement mauvais et d'autre part, ça ne s'appliquerait a priori qu'aux nouveaux contrats. Donc ça va permettre aux gens d'apprendre cette nouvelle mentalité et de partir avec cette nouvelle donne en tête. L'objectif, c'est aussi de soulager les entreprises pour qui un licenciement peut coûter très cher, surtout les PME et les TPE. Un préavis long, c'est parfois un vrai frein à la réorganisation du travail. Avec cette réforme, le gouvernement veut donner un coup de fouet à un marché du travail jugé trop rigide. Mais certains s'inquiètent. Combinée à la limitation du chômage à 2 ans, cette mesure pourrait fragiliser encore davantage les travailleurs âgés, souvent laissés de côté. François-Xavier Livens, chercheur en droit du travail. Ce qu'on constate à l'étranger, ce qu'on a constaté aussi chez nous par le passé, quand on fait des réformes qui flexibilisent davantage le travail et qui s'accompagnent en plus de coupes dans la sécurité sociale et autres, ce qu'on constate, c'est que simplement les personnes au travail vont moins bien, la précarité augmente, les inégalités augmentent et le monde du travail va durablement moins bien. Donc, les expériences étrangères et les expériences passées en Belgique ne poussent pas à l'optimisme. Cette limitation du préavis, elle ne s'appliquerait que dans plusieurs années. Et avec des carrières de plus en plus fragmentées, rester 17 ans au même poste relève presque de l'exception. Jérôme Aubertin, avocat spécialisé en droit du travail à nouveau. On voit que les nouvelles générations ont plutôt tendance à changer rapidement d'emploi. Parfois, on dit que le modèle belge, il souffre de ça, du fait que les gens restent trop longtemps dans leur emploi. Donc, c'est peut-être une bonne chose de générer une mentalité. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, beaucoup de gens se disent « je reste dans mon emploi, je suis assis sur un préavis très long, très confortable, je ne vais pas laisser tomber ça ». À la clé également, le retour des clauses d'essai à l'engagement et un élargissement des flexi-jobs. Objectif du ministre de l'Emploi, tout faire entrer en vigueur le 1er janvier 2026, en même temps que la réforme du chômage. Z sur 7, à la une. C'est une fuite qui inquiète Bruxelles, celle des startups vers d'autres horizons. Pour y mettre un terme, la Commission européenne adopte une nouvelle stratégie à destination des jeunes entreprises et des scale-up. L'ambition, leur permettre de croître sans avoir à quitter l'Europe. Stéphane Séjourné, commissaire chargé de la stratégie industrielle. Il se crée aujourd'hui plus de start-up en Europe qu'aux États-Unis. Et c'est une chance. Nous avons un environnement à la fois éducatif, sur notamment les compétences. Nous avons également un environnement économique qui est favorable à la création, à l'innovation, et nous devons le garder. Mais seulement 8% des scale-ups mondiales sont basées en Europe. C'est pour vous dire également le chemin à parcourir. La priorité est claire,
mieux accompagner les jeunes entreprises dans les étapes clés de leur développement en garantissant leur accès au financement. Un enjeu crucial alors que l'Europe reste loin derrière les modèles asiatiques et américains sur ce terrain. Ekaterina Zaharieva, commissaire européenne aux startups. Pour des besoins de financement supérieurs à 50 millions d'euros, l'Union européenne n'offre qu'un septième du capital disponible aux États-Unis. Nous avons besoin d'un marché européen du capital à risque plus vaste et mieux intégré avec un grand engagement des investisseurs institutionnels européens. 10 milliards d'euros sur la table, c'est ce que la Commission propose avec le Scale-up Europe Fund, un fonds financé en partie par l'argent public, mais surtout privé et piloté par le secteur privé, avec une stratégie ciblée sur les technologies de pointe. Il visera des secteurs comme les biotechnologies, la quantique, l'IA, l'aérospatiale, les technologies propres, les techs à double usage, etc. Le Scale-up Europe Fund contribuera à la souveraineté technologique et à la sécurité économique de l'Union européenne. Autre axe fort de la stratégie, harmoniser les réglementations européennes en matière fiscale et juridique au sein de l'Union pour faciliter la vie des startups. Mais avant, la proposition de la Commission devra encore passer par la case « négociation » entre États membres. Z sur 7 à la une. Bienvenue à Manage, au pôle de mutualisation des services et ressources techniques pour les arts de la scène. Ici, sur 4000 m², des dizaines de décors de théâtre sont soigneusement entreposés. Ce pôle, imaginé par le Théâtre national, permet à ses partenaires de réutiliser ces décors. Yvan Arc, directeur du pôle. On peut voir par exemple un rocher en polystyrène, on peut voir des plateaux sur roulettes, toutes sortes d'éléments qui peuvent être vraiment récupérés par les partenaires, assemblés chez nous ou ailleurs et constituer la base d'une nouvelle scénographie. Aujourd'hui, une quarantaine d'opérateurs culturels, majoritairement du théâtre et de la danse, font partie du projet. Le pôle offre un lieu de travail collaboratif où les artisans peuvent créer, expérimenter, fabriquer. Ferronniers, menuisiers, décorateurs y partagent leurs outils et savoir-faire. C'est vraiment un endroit où on va travailler sur la circularité des éléments de décor pour essayer d'être moins impactant sur des ressources, essayer de développer une éco-conception, une éco-construction dans le milieu du théâtre, de l'art vivant et avoir une meilleure gestion de la construction en général. Créer une scénographie demande en moyenne 3 mois de travail et un budget autour de 30 000 €. Mais le secteur est loin d'échapper aux restrictions financières. Le concept, c'est vraiment d'essayer de réfléchir à n'investir qu'une fois là où ça doit l'être. La récupération d'éléments de décor, la capacité d'amener de la main-d'œuvre qui est déjà payée par le partenaire sont des facteurs qui vont diminuer la facture globale imputée à cette scénographie. Au-delà du stockage, le pôle propose des ateliers dédiés au métier de la scénographie. Réutilisation de maquettes, fabrication de costumes, création d'accessoires. Des cours dispensés complètent cette offre en partenariat avec l'IFA-PME et l'Association des techniciens de spectacle. On va donner des formations, par exemple, sur l'éco-conception. Qu'est-ce que c'est que l'éco-conception? Comment on conçoit un décor avec des attentions particulières sur la durabilité? À ce jour, le pôle a mobilisé 1 million d'euros d'investissement. Il espère désormais obtenir un soutien financier annuel de 400 000 € de la Fédération Wallonie-Bruxelles, essentiel pour son fonctionnement. Z sur 7 à la une de Trends Tendance. Le magazine Trends Tendance mène l'enquête en journaliste en dévoile les coulisses. Les réformes portées par l'Arizona font grincer des dents. La contestation monte, aussi bien sur le plan politique que social. Et justement, Loïc Struyz reçoit Olivier Mouton, qui consacre le dossier de la semaine dans le nouveau numéro du Trends Tendance intitulé « La Belgique, terre de grève ». Premièrement, c'est un titre assez percutant, mais vérifié. Dur mais juste, en effet. Alors d'abord parce que la Belgique détient le record du nombre de jours de grève. En tout cas, il y a plusieurs enquêtes et statistiques qui le montrent.
On est parfois au coude à coude avec la France, mais en tout cas, on détient ce record. Et par ailleurs, on sait que depuis mi-décembre et la première grève nationale de mise en garde contre le gouvernement de Wever, en réalité, les jours se sont accumulés dans tous les secteurs, la SNCB a battu des records. Donc, c'est un constat qui est juste, évidemment. Et les enquêteurs dont on parle, qui ont mené ce travail statistique, disent qu'en réalité, le record remonte à 2017, c'est l'année où on a revu la fameuse norme salariale, où on a quelque part rendu contraignant la nécessité de veiller à une modération salariale pour préserver la compétitivité. Deuxièmement, côté patronal, on n'hésite pas à exprimer son exaspération. Alors on a interrogé les responsables de l'Union des classes moyennes, de Act for Wallonia. Effectivement, les milieux patronaux disent qu'ils en ont ras-le-bol. Ils l'expriment parce que d'une part, ça bloque fortement l'économie. En tout cas, concrètement, il y a des piquets de grève par-ci, il y a des zonings qui sont fermés par-là. Et surtout, par ailleurs, ça envoie un signal très très difficile à une époque où on a un tournant. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a des réformes à mener, il y a aussi une attractivité de la Belgique qui est en enjeu alors que le contexte international est compliqué, on le sait. Donc effectivement, pour eux, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et ils demandent à ce que l'on applique ce qui figure dans la déclaration de politique fédérale, une modernisation du droit de grève, c'est-à-dire veiller à ce qu'on empêche de telles pratiques. Troisièmement, les syndicats, eux, estiment que descendre dans la rue est le seul moyen de pression. Voilà, ils ont l'impression d'être boutés hors de tous les endroits où la concertation peut avoir lieu. Alors évidemment, il y a le fait que les réformes ne leur plaisent pas. On est quand même avec des majorités plutôt aux accents de centre-droit, allocations de chômage, pension, vous connaissez tout ça. C'est pas vraiment leur tasse de thé. Mais à côté de ça, ils disent, même les endroits où on est prêt à contribuer, là où Wex, à Wallonie entreprend, des organismes, on est mis de côté. Donc eux estiment, dixit, que les gouvernements les poussent dans la rue. Finalement, les syndicats ont-ils un réel pouvoir de représentation des travailleurs ? Alors il y a deux niveaux à cette question. Le premier, c'est que on a l'impression que les dirigeants syndicaux sont un peu dépassés par leur base. Certains le disent, ils suivent en fait les demandes des peut-être plus radicaux de leur mouvement, mais en tout cas, si ces grèves se multiplient, c'est à cette demande-là. Et par ailleurs, ils sont entre le marteau et l'enclume, parce que de l'autre côté, il y a de réelles pressions sur l'existence même et le rôle même des syndicats. On sait que certains libéraux ou NVA diraient même qu'ils ne seraient pas contre la suppression des syndicats, en tout cas la personnalisation juridique, donc quelque chose qui les contraindrait beaucoup plus, le fait qu'ils ne payent plus les allocations de chômage, par exemple. Donc tout ça existe, donc ils sont dans une position effectivement extrêmement compliquée. Les meilleurs experts boursiers vous proposent des analyses des marchés internationaux, des conseils avisés et les dernières tendances économiques. Z sur 7, expert boursier. Pour terminer, place maintenant au point boursier du jour avec Jean-Marc Turin de la banque Degroof Petercam. Nous avons vécu une séance sans réelle grande tendance. Les marchés sont dans l'attente des chiffres de Nvidia. Oui, c'est vrai, c'est vraiment devenu un événement sur les marchés. La raison, c'est que c'est vraiment le baromètre en fait, de l'intelligence artificielle. Ici, on a eu un trimestre où le leadership américain était un peu remis en cause. Donc, très curieux de voir ce qu'ils vont avoir à dire sur leur carnet de commandes. Quand on regarde le contexte de marché, on a eu cette baisse assez rapide, 20%. On a eu un rebond derrière. Maintenant, on n'est pas très loin de la moyenne mobile à 200 jours, un niveau un peu à suivre. Et donc, en fonction des résultats, ça peut pousser dans un sens ou dans l'autre. On peut alors se demander ce qui est attendu de la part de Nvidia pour ce trimestre. Si on regarde le trimestre précédent, ils ont fait 39 milliards de chiffre d'affaires et 22 milliards de résultats nets. Ici, pour ce trimestre, on s'attend à 43 milliards de chiffre d'affaires. Il faut bien se rendre compte que c'est 10 fois plus que le même trimestre il y a 3 ans. Au-delà de ça, ce qui sera attendu, c'est les perspectives pour le reste de l'année. Sur l'ensemble de l'année, on s'attend à 200 milliards. Et le plus important, je pense, pour le marché, ça sera plutôt les commentaires par rapport aux restrictions en Chine et par rapport aux dernières puces. Et ce qu'on peut quand même constater, c'est que le marché, Nvidia a déjà rebondi de 40% depuis la mi-avril. Donc, on n'est pas encore au plus haut, mais on s'en rapproche. Donc, le marché a pris un peu d'avance par rapport à des probables bons résultats. Donc, à voir si ce qui va sortir sera encore mieux ou c'est déjà dans les cours. Nvidia, c'est le dernier des 7 magnifiques, c'est-à-dire, par exemple, Microsoft,
Amazon ou encore Meta a publié ses résultats. Mais les autres s'en sont plutôt bien sortis. Oui, très bien sortis. Et d'ailleurs, ils ont bien rebondi pour des bonnes raisons parce que leurs chiffres ont été bons. Je dirais, si on exclut Tesla, qui pour moi devrait peut-être pas spécialement faire partie du club, les résultats sont bien au-delà des attentes pour le trimestre. Ce qui est sorti, c'est 15% en termes de bénéfices de plus que ce qui était attendu. Donc voilà, quand on regarde les prévisions pour le reste de l'année, là où le reste du marché ça a été revu à la baisse, pour les 7 magnifiques, c'est stable. Donc aujourd'hui, le consensus stable sur 15% pour les 7 magnifiques, 4% pour le reste du marché. Disons que ça fait plusieurs trimestres où on se dit, tiens, cet écart, il va se réduire, mais pour l'instant, à chaque fois, c'est postposé parce qu'il délivre vraiment très bien. Et donc ça, c'est un bon rappel que malgré la concurrence potentielle en Chine, malgré l'incertitude Trump, miser contre cette valeur peut être dangereux. Un autre sujet qui a fait l'actualité aujourd'hui, c'est une émission d'emprunt d'État au Japon qui a suscité une faible demande. Les Japonais sont des gros détenteurs d'actifs à l'étranger. Donc ce que vont faire les investisseurs japonais, ça peut avoir possiblement des implications globales. On s'en souvient l'été passé, on a eu du stress sur le yen, le débouclement de position de carry trade, et ça a fait une petite correction dans le marché. Ici, vous en avez parlé, cette émission, en fait, elle a eu assez peu de demandes. La semaine passée, on avait une émission avec la plus faible demande depuis 2012. Donc ça veut dire après, vous avez des taux d'intérêt qui montent. Le problème, pour l'instant, la demande n'est pas très forte, mais si les taux montent de trop, en fait, ces obligations vont devenir très attractives, et ça pourrait incentiver les investisseurs japonais, en fait, à rapatrier des avoirs qu'ils ont à l'étranger, notamment des bons du Trésor américain, dans un contexte où il y a déjà des discussions sur le déficit américain. On voit que Dodge n'a pas apporté grand-chose, le plan de Trump ne réduit pas les déficits, donc ça met les taux longs un peu sous pression. On se demande dans quelle mesure des taux plus élevés posent problème au marché. Je dirais premièrement des taux plus élevés, ça veut dire que l'alternative aux actions, que sont les obligations, deviennent plus attractives. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, ça veut dire des conditions de financement globalement qui montent pour les États qui sont déjà avec des déficits élevés, pour les entreprises et pour les ménages. Donc c'est quand même plutôt un frein à la croissance. Et quand on regarde le Trésor américain, ils ont environ 9 000 milliards à refinancer cette année. Ils ne peuvent pas se permettre que les taux montent de trop, sinon la charge à dette, elle explose. Donc on n'est pas loin des niveaux auxquels Scott Bessent, le secrétaire au Trésor, avait un peu tiré la sonnette d'alarme en début d'année. Donc à ces niveaux-ci, ça va, mais il ne faudrait pas que ça aille trop. Merci pour votre tour de l'actualité journalier, merci à vous pour votre fidélité et demain matin nous serons de nouveau à votre écoute. À quoi va servir cet épisode, Béatrice ? Clap de fin pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain pour décrypter ensemble l'actu économique et les infos essentielles à retenir. Merci pour votre fidélité et à très vite.